Rechercher. Rechercher dans la vie quotidienne, cela s'accompagne aussitôt de la dimension du perdu. Quelque chose a été perdu et on le recherche. Une telle recherche délimite une ère, un espace de possibilités et d'attente. Dans les sciences de la nature, où la notion de recherche est acceptée et reconnue comme condition de développement du savoir, cet espace de possibilités et d'attente échange la dimension du perdu et la courbure naturelle de cette dimension vers le passé contre celle du pas encore trouvé, dimension qui se courbe naturellement quant à elle en direction du futur. Mais entre ce qui dans la vie quotidienne retourne à l'inconnu et ce qui dans les sciences y séjourne encore, la recherche peut être décrite comme l'apparition d'une tension, comme ce qui de soi-même se sépare de la routine et de la répétition, et aussi comme l'apparition d'une orientation. Il n'y a pas de recherche sans direction de recherche, même vague, c'est-à-dire sans indice. Rechercher, c'est penser en direction de quelque chose, c'est tendre la pensée dans cette direction. Pour autant, si cette direction qui peut prendre la forme du modèle ou rester purement intuitive délimite un espace de retentissement, celui-ci ne peut pas être décrit comme une île fermée sur elle-même ou comme une simple région. L'espace de la recherche ne se sépare pas purement et simplement d'un autre espace qui serait, disons, celui du connu, de l'éprouvé, du traversé. La recherche, en effet, n'est pas insulaire, mais continentale. Si elle s'inquiète dans une certaine direction et si elle est portée par un certain nombre d'indices, ces indices et cette direction inquiètent à leur tour la totalité de la surface où ils prennent. La recherche ainsi n'est pas la partie active d'un ensemble qui de son côté demeurerait plus ou moins au repos. Elle est un état ou un mode qui entraîne dans sa direction et dans sa couleur la totalité du domaine où elle s'exerce et qui concerne l'être entier de celui ou celle qui s'y adonne. On n'est pas en partie chercheur. On ne peut l'être qu'intégralement. On ne cherche pas un peu, de temps en temps, à temps perdu. On cherche absolument. Le paradoxe est même que la recherche vienne augmenter la dimension d'inconnu qui est la clé ouvrant l'apprentissage. Chercher, rechercher, c'est mettre tout le savoir en balance. C'est un métier, si l'on veut, mais un métier d'apprenti, un métier qui fait de l'apprentissage son principe. Si je n'ai pas encore parlé d'art, c'est pour la simple raison que tout l'art se comporte comme recherche. Et l'on pourrait même le dire avec une certaine violence ou une certaine hauteur. Art et recherche sont de purs synonymes. L'art sans recherche n'est pas l'art. Plus encore que dans les sciences où, à la rigueur, une certaine constitution du savoir peut agir comme raison pratique, la recherche agit dans l'art comme condition de son effectuation. L'espace de possibilité et d'attente de la recherche est l'espace de l'art. L'art n'existe que comme ce qui identifie et relie les indices apparaissant dans cet espace, quel que soit le domaine ou le plan d'apparition convoqué, qu'il s'agisse d'œuvrer avec des sons ou avec des volumes, avec des mots ou avec d'autres signes, avec des corps ou avec des voix, les arts ne sont à l'œuvre que dans cette sorte d'absence d'œuvre permanente qu'est la tension de la recherche. Et c'est parce que cette direction est absolue et même tyrannique que la recherche est longue et difficile, rusée et candide à la fois. Il est tentant de décrire le mouvement vers la forme comme étant celui d'une idée qui se précise peu à peu, en perdant des états de forme qui ne conviennent pas, comme en une sorte de mue progressive. Mais cette description empirique pèche par son optimisme. Si le mouvement était aussi simple, la recherche ne serait au fond qu'une sorte de convention, voire de mode convenu, un simple art de viser et d'atteindre. Or, ce qui a lieu, ce que chaque geste d'art vérifie, c'est au contraire un mouvement beaucoup plus flottant, beaucoup plus incertain. Au lieu que l'idée se précise peu à peu,
et il me semble au contraire qu'elle est extrêmement précise dès le départ. Précise comme peut l'être une idée, c'est-à-dire pas comme une forme, mais comme une force exerçant une pression. Avancer selon l'idée de forme, cela ne veut pas dire se conformer à une préférence idéale, mais agir dans la direction de l'idée, mais se disposer à recevoir intégralement la pression d'un pressentiment qui vaut pour guide. Or, cette pression ne s'exerce pas comme une vague existence, mais agit en des points précis, et ce sont ces points d'intensité qu'il faut identifier. La forme, ce qu'on appelle la forme, ou le résultat, c'est la ligne ou le patron qui parcourra ces points en les reliant. Ainsi, la structure même de la recherche en art est celle du ricochet. Chaque geste d'art est lui-même comme une pierre lancée contre une surface et qui, au lieu de s'y enfoncer tout de suite, doit y rebondir le plus grand nombre de fois possible. Cette trajectoire étant comme une danse, une succession de touches ou de points, éclaboussures incluses. Et l'on peut même dire qu'une démarche artistique entière, une œuvre, peut être perçue et décrite comme la répétition ou la modulation infinie de ce geste. Toujours à la fin, la pierre tombe au fond de l'eau, tandis qu'à la surface vient se former une onde. Cette onde, c'est la propagation du sens, et il faut que la pierre soit tombée pour qu'elle existe. Mais si nous rêvons continuellement d'un ricochet infini, où la pierre ne tomberait pas, et rebondirait sans fin, elle tombe, elle finit toujours par tomber. Cette chute est le résultat, autrement dit, le moment où le lancer, même s'il a eu lieu dans la bonne direction, s'épuise. Cet épuisement, nous le nommons achèvement. Mais cet achèvement n'est que l'aveu d'un procès inachevé. C'est parce que la forme est toujours finie que l'idée, quand bien même elle aurait tout voulu et tout formé, s'en échappe. Le fini est une interruption. L'espace d'attente se reforme au-delà de la chute. À ce prix est l'existence même de la forme, l'existence même de l'art. Et de ce point de vue, l'on pourrait dire aussi que toute œuvre d'art, par rapport à sa visée, est une retombée ou une erreur, mais au sens où Hölderlin disait que l'erreur aide, comme le sommeil. L'œuvre, ce qu'on voit ou entend, un tableau, un poème, un récit, une sonate, une chorégraphie, un film, etc., est le sommeil de la formation, mais ce sommeil est un sommeil paradoxal, plein du rêve de ce qui le forma, plein de ce vers quoi il tendit. La puissance d'éveil, qui est ce que nous attendons des œuvres, résiste dans leur capacité à laisser battre en elles le rêve qui les souleva, qui est ce que nous percevons comme leur sens. Autrement dit, si une œuvre peut nous apparaître comme une trouvaille, elle ne l'est véritablement qu'en tant qu'elle nous expose à ce qui fut sa recherche, à ce vers quoi, avec tous les moyens de son bord, elle tendit. L'art ne sait rien faire d'autre que chercher. La recherche n'est pas pour lui un impératif ou un supplément ou une plus-value. Elle est sa condition et davantage encore, en un sens quasi biologique, son milieu. C'est dans la recherche, c'est en se cherchant que l'art se libère et existe en tant qu'art. Dans le discours des sciences, on fait couramment la distinction entre une recherche dite fondamentale et une recherche dite appliquée, autrement dit, entre un secteur spéculatif grand ouvert et des fermetures d'angles destinées à produire des résultats sous forme d'objets ou machines. D'une part, il n'est pas certain que cette distinction soit pleinement valide. D'autre part, elle ne peut pas être appliquée aux arts. Dans la démarche artistique, ce qui pourrait être décrit comme fondamental et ce qui pourrait relever de l'application se confondent. L'art ne se divise pas entre ce qui relèverait de son concept et une pure et simple fabrication. L'idée de forme, si elle est en un sens immatériel, ne se confirme que par le sensible. Le sensible qui sera son tombeau est d'abord ce qui lui donne vie, ce par quoi elle existe, même comme idée. L'artiste est simultanément le concepteur et l'ingénieur de son idée, l'atelier au sens le plus étendu, c'est-à-dire non seulement l'atelier du peintre ou du sculpteur, mais aussi le plateau de répétition ou de tournage, la table de montage, le bureau de l'écrivain, etc. est le lieu où cette imbrication est donnée entièrement, où elle fonctionne comme un enchevêtrement,
une pelote de sens qu'il faut démêler. Le démêlement, c'est l'idée de forme au travail. C'est le mouvement qui, tout entier tendu par la forme pressentie, s'efforce de ne tirer qu'un seul fil à la fois. Mais le fil, si net qu'il puisse être, est la mémoire de la pelote. Il s'en extrait, mais pour dire qu'il en vient, toute la mémoire de la formation, toute la mémoire de la formation est dans la forme. C'est pour cela que le résultat n'est lui-même qu'une phase ultime, si l'on veut, le moment décisif par lequel ce qui fut recherche, accepte de se donner comme forme, est un point où le définitif et le provisoire s'équilibrent. Accident dans la méthode, sur l'anecdote. Les enfants de Bartleby. Les fontaines qui écoutent au loin. Un chant est-il encore possible? L'action solitaire du poème. Rechercher. L'essai, une écriture extensible. Walter Benjamin et l'expérience du seuil. La scène pronominale. Ralentir. Quelques-uns des titres de ces textes, conférences, interventions, rassemblés par Jean-Christophe Bailly dans la collection Détroit chez Bourgois, sous le titre principal « Élargissement du poème ». C'est comme Maldinet, Simondon et quelques autres. Une sorte d'incise définitive. Et la langue exceptionnelle de Bailly. La phrase urbaine, le dépaysement. On pourrait dire la même chose avec tous ces bouquins de Jean-Christophe Bailly.